Ça y est, c'est ok, on est live. Salut tout le monde. Il y a- On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau live, c'est les grappes. On va ouvrir le bal des premiers lives pour notre foire au vin qui va démarrer le 15 septembre jusqu'au 17 octobre. Comme vous le savez, les grappes, c'est un circuit court de vins de vignerons. Nos vignerons vendent en ligne en direct et ils font des vins avec leur cœur. Voilà, c'est des petites pépites qu'on va vous présenter tout au long de ce live. Pour rappel, vous pouvez retrouver tous nos différents réseaux sociaux en bio. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Google. N'hésitez pas à vous abonner pour trouver toutes les actualités et nos newsletters. On se retrouve aujourd'hui pour un live avec le Clos des Carterons. Donc on va voyager en Loire. Ils sont situés autour de Saint-Nicolas de Bourgueil, où on va discuter avec Xavier Amiro. On va parler agriculture, on va parler donc bio et biodynamie, on va parler vin, on va parler ferme, on va parler permaculture. Voilà, on va parler de plein de choses ensemble. Donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Vous pouvez poser des questions et on y répondra avec Xavier. Donc voilà, je vais accueillir l'invité. Hop. Alors Xavier, un petit moment, on t'invite. Voilà, super, l'invitation est envoyée. Il est avec nous. Vous êtes déjà super nombreux, c'est super de vous voir sur la page. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, nous on y répondra. Allez, super, Clos des Carterons, accepté. Ah, ça fonctionne. Bonjour Xavier, tu vas bien? Très bien, vous m'entendez bien? On t'entend, je t'entends en tout cas. Je vais me recadrer juste un tout petit peu parce que ça a scindé l'écran. Voilà, super. Bon, tu as pu te mettre dans ton jardin. On était au téléphone il y a peu où tu jouais un peu avec la météo, mais je vois que tu as réussi à te mettre dehors quand même. Exactement. Entre deux nuées bienfaitrices, on est dans le jardin du Clos des Carterons, le jardin des arômes. Vous pouvez voir à l'arrière le chai, c'est là où toute la vendange arrive. Et on est au cœur du domaine. Au cœur de tout. Donc j'imagine que ça doit bien bouger en ce moment avec les vendanges, le jardin, tout ça, quoi. Alors, ça pas vraiment encore, on n'est pas encore en plein boom, hein. On a commencé les blancs il y a une semaine, surtout les vins de base, hein, pour faire nos créments de Loire et nos pétillants naturels. Euh, Demain ou après-demain, samedi matin, on va faire récolte de rouge pour faire le pied de cuve. Hein, le pied de cuve, c'est un starter, c'est un ferment qu'on débarre parce qu'on est en levure naturelle, hein, on utilise les levures de chaque parcelle, hein, donc c'est un starter. Donc on va le faire samedi matin et réellement on va attaquer les Cabernets Francs, les Saint-Nicolas et les Bourgueil milieu de semaine prochaine, mardi ou mercredi. Et là, c'est quand même les rouges représentent 80% de notre récolte, hein. Ok. Donc là, on attend une cinquantaine de vendangeurs qui va se joindre à l'équipe déjà du domaine. Ah ouais, donc il y a du monde qui va arriver. Bon, on va reparler Ouais. des vendanges un peu tout à l'heure et l'état de la vigne. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite histoire du domaine, une petite présentation? Parce que là, on est connecté avec le compte Le Clos des Carterons, mais tu as plusieurs domaines aux alentours de Saint-Nicolas de Bourgueil. Alors, bon, il y a le domaine historique du Clos des Carterons, qui est un domaine familial. Je suis en sixième génération. Hein, on a repris ce domaine avec Agnès, ma femme, il y a presque une douzaine d'années maintenant, à la suite de mon frère aîné. Hein. Et récemment, en 2019, avec un collègue qui est chef de culture sur le Clos des Carterons, on a repris un petit domaine à Bourgueil avec deux parcellaires hyper intéressantes, un clos, le clos de la Gaucherie et un lieu-dit assez magique à Bourgueil qui s'appelle Grandmont. Donc il y a deux domaines, mais le domaine principal à Saint-Nicolas qui représente 80% de nos vins
c'est le Clos des Carterons à Saint-Nicolas de Bourgueil. Voilà. D'accord. Ok. Et ben merci pour cette petite présentation. Un petit historique, je crois que ça fait 180 ans que votre famille est dans le coin. Voilà. Saint-Nicolas de Bourgueil euh, est né après Révolution. On était dans le Grand Bourgueillois. Et après Révolution, bah, les villages, les départements se sont constitués. Et là, Saint-Nicolas de Bourgueil est devenu un village qui était même à l'historique avant la Révolution en Anjou et pas en Touraine, dans la province d'Anjou. Hein. L'Anjou est à 3 kilomètres de chez nous. Maintenant au niveau département, mais historiquement on est angevin et, et c'est comme ça que ça s'est créé. Le village, quand on vient à Saint-Nicolas, c'est assez moderne. Enfin, ça a que 200 ans. Hein, c'est une rue assez droite avec des commerces à droite et à gauche, mais il n'y a pas. On voit que c'est pas un village multicentenaire avec des rues tortueuses, comme on peut voir à Bourgueil ou à Benay ou les communes à côté. Donc ça, c'est vraiment un village jeune. Et je pense que par les consommateurs, l'appellation est aussi perçue de cet aspect-là. Saint-Nicolas a ce côté un peu jeune, dynamique, de par ses vins aussi, on ressent cette jeunesse. Et donc voilà. C'est Tout à fait, ouais. C'est vrai que dans le Saint-Nicolas de Bourgueil, moi personnellement, j'adore parce que ça représente bien les vins des Loirs qui changent, qui cassent un peu les codes sur de la fraîcheur, etc. Donc c'est une super appellation. Et toi, personnellement, ta passion pour le vin, est-ce que c'était familial? Est-ce qu'elle vient de tes parents? Ou est-ce que tu as une histoire personnelle? Oui, alors, bah, tout d'abord, je suis né ici, hein, je suis né dans la maison juste derrière, que je pourrais peut-être vous faire voir tout à l'heure si la vidéo est bonne. Je suis né là, j'ai grandi avec des parents agriculteurs, viticulteurs, il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Et bah, gamin, effectivement, on travaillait, à l'époque, c'était le jeudi, pas le mercredi, la journée off des scolaires, le jeudi avec ses parents, et le samedi, et j'allais dans les vignes dans le chai, je dégustais les vins, j'ai fait des vendanges dès mes 5 ans, je commençais à vendanger. Enfin, voilà, j'ai grandi avec et je l'ai dans la peau. J'ai fait d'autres choses en études. Hein. Bon, je suis électronicien après parce que bon, voilà, c'est la vie. J'étais curieux de ce côté magique du son et de la lumière, donc j'ai fait ça une partie de ma vie. J'étais expatrié aux États-Unis et en Amérique du Nord pendant un bon moment aussi. Et puis mon frère qui avait pris le relais m'a proposé en 2008 de me demander si je voulais revenir avec Agnès, ma femme, et mes enfants. Et on n'a pas hésité longtemps pour se joindre à lui et reprendre le domaine. Et aujourd'hui, c'est une grande passion. C'est une grande passion, d'autant plus que j'ai découvert, bon, depuis bien longtemps, les vins bio et les produits bio en général, c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, bien au-delà d'une conception de l'esprit, mais de revenir à des choses plus raisonnables, plus respectueuses de la nature. Et la biodynamie, c'est quelque chose que j'ai découvert plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, avec une vue en étant aux États-Unis. On a l'accès à beaucoup de vins du monde, à une grande ouverture d'esprit. Et là, j'ai pu rencontrer des vignerons, déguster beaucoup de vins, étudier la philosophie de la biodynamie. Et je m'étais promis qu'en revenant, c'était ça ce que je voulais faire. Ça avait du sens pour notre domaine familial. Et c'est comme ça que voilà, aujourd'hui, après 12 ans, je vois pas comment on aurait pu faire autrement. Et il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce domaine, aussi bien au niveau environnemental et avec une équipe super. Donc voilà, on vit tous les jours cette passion du vin, mais en groupe. Hein. J'aime bien partager avec mon équipe, avec les clients qui sont fidèles depuis longue date, toute l'activité qui se passe en toute transparence sur nos pratiques. Euh,
On a depuis quelques années maintenant, on est très ouvert au tourisme, à l'œnotourisme, comme on l'appelle. Les gens viennent, mais pas juste pour une dégustation. On les emmène dans le jardin parce que c'est un jardin qui a évidemment qui est basé sur de la plante locale, sur des plantes de la biodynamie, sur des plantes exotiques aux senteurs, au goût du cabernet franc, du chenin blanc, et ça c'est marrant. On a des quiz, on fait découvrir aux gens tout le côté médical des plantes, les sentir, les toucher, voir ce qu'est le bienfait qu'elles peuvent apporter à nos vignes, mais aussi à l'humain. Et là, c'est vraiment très très bien perçu. On les emmène dans notre chai qui est juste derrière, qui est un chai qu'on a voulu aussi pédagogique et marrant. C'est pas juste une série de cuves. Bon, il y a des grandes cuves aussi en ciment historiquement qui sont centenaires, hein, qui sont magiques au niveau de nos vinifications, hein, et qui sont là depuis 3 générations. Et ces grandes surfaces, on les a peintes. Il y a plus de 100 mètres carrés de graffiti sur les cuves qui expliquent une année de vigne et de vin. Qu'est-ce que fait le vigneron toute une année? Et je peux vous dire qu'après 3 ans maintenant, on fait régulièrement des excursions dans ce chai. Les gens ressortent ravis. Ils ont appris des choses, ils ont encore plus de questions, et ça, c'est exactement ce qui nous fait avancer. Ouais, c'est vraiment l'objectif, hein. C'est ce que tu me disais. Les gens qui viennent chez toi, ils voient vraiment le chemin du jardin, de la vigne jusqu'à la bouteille d'une manière pédagogique. On n'est pas là pour employer des termes techniques, mais on est là pour découvrir, pour sentir, pour découvrir tout ça. Donc, c'est vraiment un beau projet et de super valeur. Tu parlais tout à l'heure de biodynamie. C'est vrai que dans le vin, on en parle de plus en plus, mais c'est pas uniquement dans le vin. Le biodynamie, c'est une vraie philosophie. On l'utilise aussi dans le jardin, dans toute l'agriculture, en fait, n'est-ce pas, hein? Exactement. La biodynamie, tout ce qu'on met dans la bouche, c'est toute l'agriculture. Ça va aussi bien des animaux, des plantes, des fruits et tout système agricole. C'est mondial. On est certifié Déméter, hein, c'est la première, c'est le cahier des charges, c'est la référence de la biodynamie, et on le retrouve quasiment dans tous les pays du monde, adapté à leur climat, à leurs us et coutumes. Enfin, voilà, c'est très large. Il y a aussi la partie de la biodynamie, il y a aussi l'éducation, hein, il y a toute une idée sur l'éducation des enfants, voilà. Il y a une partie aussi médicale, hein, qui se rapproche assez des médecines douces qu'on retrouve en Asie. Voilà, il y a l'homéopathie, ça prend racine dans cette idée, cette conception de la vie. Il y a la partie sociétale qui est passionnante, surtout à une époque où, voilà, on est tous soucieux de l'avenir, on vit dans un climat de peur et on a besoin de reprendre conscience. Et la biodynamie, faut pas la voir d'une manière purement technique. Voilà, enfin, c'est que du bon sens. Faut déguster, faut rencontrer des gens, faut visiter, faut voir, et ça vient naturellement. La philosophie biodynamique n'est jamais finie. Il y a des préceptes, il y a des bases, effectivement, mais après, chacun va à son rythme, apprend, et voilà, c'est perpétuel. Je veux dire, il y a énormément de choses à faire autour de la biodynamie et du savoir-vivre et de la conception de la vie en général. Et quand on parle de la vie, c'est pas que l'humain, c'est tout le vivant, c'est le végétal, c'est l'animal, et puis effectivement le minéral qui nous entoure et qui a un sens hyper important dans notre vie. Tout à fait, ouais. Et tu disais, c'est aussi pour faire une transition, c'est aussi le social, puisque tu as quand même une super équipe qui t'entoure, qui travaille au quotidien avec toi, que ce soit au chai, que ce soit dans le jardin, qui t'accompagne vraiment à fond ces dernières années. Alors oui, ouais, l'équipe, après 10 ans, 12 ans maintenant d'être revenu sur le domaine, c'était quelque chose qu'on n'avait même pas conscience, hein. Mais je pense que c'est vrai dans la plupart des entreprises, ou tout du moins je l'espère. Mais l'humain, l'équipe, les gens qui travaillent sur le domaine, c'est tout en haut de la pyramide. On peut avoir les meilleurs terroirs, les plus beaux outils, enfin bon, si on n'a pas la plus belle équipe,
qui s'entend, qui se respecte, qui est heureuse de venir travailler le matin. Et, on fera jamais. Enfin, moi, je serai jamais comblé. Aujourd'hui, on est arrivé avec d'autres personnes de l'équipe à grandir cette équipe et il y a aussi bien des très jeunes, hein, ça va je veux dire, de 18 ans, même on a des stagiaires plus jeunes, jusqu'à quasiment l'âge de la retraite. On a, curieusement, dans l'agricole, on a plus d'hommes que de femmes, hein, et même les femmes sont pas au bureau et les hommes à la charrue. Hein. Les femmes sont aussi vigneronnes dans les vignes, elles font des travaux, et ça s'est créé naturellement. Euh, c'est une grande fierté parce que dans l'agricole, bon, il y a tout le temps ce côté qui donne, c'est l'homme, c'est tout ça. Alors là, ce soir, c'est moi qui vous parle, mais ça pourrait très bien être Agnès ou Audrey ou quelqu'un qui vous tiendrait un discours similaire au mien, avec évidemment son ressenti, ses paroles, mais c'est quand même un bel accomplissement de faire ces vins et de les transmettre à des gens. Et on parle, c'est pour ça qu'on arrive à parler de ressenti, d'émotion. Il y a des jours où les vins dégustent incroyablement, il y a des jours où les vins sont fermés, voilà, veulent pas s'exprimer. C'est comme nous, hein. Des fois on est bougon le matin en se levant, bah voilà, il y a l'astral, hein, aussi, hein. Il y a la lune, il y a tous les astres, il y a mais il faut laisser. Tant pis, demain ça ira mieux. Et voilà, c'est vraiment une philosophie, une manière d'appréhender les vins qui donne beaucoup d'espoir. Voilà, c'est ça Tout à surtout. fait. Ouais. Et tu parlais d'émotion tout à l'heure en dégustant tes vins. C'est vrai que j'ai une bouteille à côté de moi ici qui représente parfaitement le domaine. Je crois que c'est les Carterons qui est Ah présent ouais. sur la foire au vin et je me suis permis de la déguster la semaine dernière et avec beaucoup d'émotion. Et Moi si aussi on je parle l'ai. un peu de vin et notamment un peu des sols, du terroir, des cépages que tu travailles, je crois qu'il y a un cépage là-dedans qui est roi dans la région. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on parle un petit peu de vin maintenant Ouais, alors c'est le Cabernet Franc, hein, donc le Val-de-Loire et le centre entre Anjou et Touraine. C'est là qu'on trouve ce cépage magnifique parce que il se prête très bien à nos climats, à nos terroirs. C'est vrai que là, entre Saumur et Chinon, entre Anjou et Touraine, ce sont principalement des appellations rouges qui sont à quasiment à 100% de Cabernet Franc. C'est vraiment, c'est un cépage de caractère. C'est un cépage qui a des épices. C'est un cépage qui mérite, enfin qui ne n'accepte pas le laisser aller, je veux dire, notamment la vendange, la récolte. Hein. Là, on est 100% Cabernet Franc sur une cinquantaine de parcelles et ça va s'étendre sur une dizaine de jours. On a une fenêtre de tir pour récolter le raisin de 4 jours. Avant, c'est vert, c'est végétal. Après 4 jours, c'est confituré. Donc, c'est très compliqué. Hein, on doit cheminer un parcours, aller au bon moment, être dans cette plage de récolte dans toutes les parcelles. C'est ce qu'on fait avec Jeff. On croque du raisin la veille pour envoyer les équipes le lendemain sur la bonne parcelle. Et ça nous donne des vins d'une finesse, d'une délicatesse incroyable. Évidemment, il y a un fruit. Mais souvent, les gens, en dégustant nos vins, la première chose qui leur vient à la tête, c'est la fleur, le floral. C'est ce côté parfum qui saute au nez, on va dire, qui saute à l'esprit. Et c'est des vins qu'on peut évidemment se faire plaisir sur la jeunesse hein, assez facilement, mais c'est des vins qui, contre tout préjugé, souvent, les vins rouges de Loire peuvent très très bien vieillir et devenir magnifiques quand on a la patience de les garder. Donc, et parfois c'est compliqué. ouais, Des voilà, fois. tout à fait. Mais enfin bon, quand même, c'est vrai que les rouges de Loire et d'appellation de Saint-Nicolas de Bourgueil ou Chinon sont souvent commercialisés assez jeunes et n'ont pas non plus l'empreinte du lieu parfaites, mais enfin bon, elles sont sur le fruit, elles sont faciles. Maintenant, une des particularités du Clos des Carterons, on est peu quand même à faire on fait des élevages assez longs. On a toute une cuvée. On a les premières cuvées aujourd'hui, c'est du 2020. Elles ont déjà quasiment, bah ouais, 2 ans, hein, parce qu'on va récolter le 2022. Voilà. Et nos cuvées parcellaires, on propose à nos clients les 2018 et qui sont sur une fraîcheur
et qui ont encore 10, 20 ans devant eux si on voulait. Donc, les gens qui viennent nous voir ou qui vont déguster les bouteilles disponibles sur les grappes vont trouver 5 ou 6 même. Saint-Nicolas de Bourgueil, issu du Clos des Carterons, du domaine Amirault, mais chacun avec une vinification, un terroir bien précis et avec un seul cépage, un Cabernet Franc sur une appellation. Saint-Nicolas de Bourgueil, modestement, on s'appelle unique en Loire parce que c'est la seule appellation qui a un seul village. Hein, quand on parle d'appellation, généralement, c'est un village, mais les autres villages entourants ont aussi le nom de l'appellation. Ici, à Saint-Nicolas, c'est qu'un village. Et on a 5 à 6 grands types de sols différents, hein, donc des graviers profonds, des sables avec des oxydes de fer, des calcaires, des calcaires purs, avec quoi on construit nos maisons ici, hein, nos châteaux, nos abbayes, les châteaux de la Loire, les graviers sur calcaire, des algirevels verts à silex en haut de coteau. Donc là, c'est vraiment, on donne pas du tout les mêmes vins. Et encore une fois, c'est là que la biodynamie a tout son intérêt. C'est que la base de la biodynamie, hein, c'est le respect du sol, c'est la première chose, le sol vivant. Et quand on pense qu'un vin, c'est quand même une grande majorité d'eau végétale, hein, qui vient d'un endroit, d'un lieu, qui est chargé d'oligo-éléments, et par rapport à la roche-mère, au sol qui se situe là, si c'est calcaire, argile ou gravier ou sable, on va pas remonter les mêmes minéraux, les mêmes oligo-éléments, et on n'aura pas les mêmes sensations en bouche, principalement les acidités qui vont se différencier, le gras, voilà. Et donc, on est capable de déguster site Saint-Nicolas de Bourgueil, vraiment bien marqué, on reconnaît les terroirs clairement, et chacun y trouve son compte. Voilà, c'est ça le. Avec des C'est ça personnalités différentes, comme tu l'as dit, qui sont déjà d'une grande buvabilité, mais qui peuvent encore rester en cave pendant 10-15 ans pour se développer sur des arômes différents. Chacun y trouvera son compte, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu le danger des vins de Loire en général, c'est que les vins de Loire sont, on peut se faire plaisir très jeune, hein, contrairement à certaines autres régions où il faut attendre. Mm. Et en même, alors donc, bah, on les boit parce qu'on se fait plaisir, mais de l'autre côté, si on est patient, c'est un bon investissement parce que qu'est-ce que le vieillissement en cave apporte? Il apporte de la finesse, il apporte de la longueur, de l'élégance, il développe une panoplie, enfin, de goût et de parfums encore beaucoup plus complexes. Mais encore faut-il ne pas y toucher, parce que Oui, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir jeune et ne pas avoir le stock nécessaire pour les emmener si loin que ça. tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des arômes que développe le Cabernet Franc? Au début, tu parlais des arômes floraux, etc., mais qui étaient vraiment typiques sur tes vins. On est sur beaucoup de fruits, fruits rouges un petit peu. Et si on les laisse attendre un peu, sur quoi on va se développer, sur quoi on va arriver en termes de complexité, d'arômes? Est-ce que ça évolue beaucoup? Est-ce que ça peut évoluer Ouais. rapidement? Alors effectivement, bon, quand on est sur un vin qui est jeune, qui a un an, qui est né il y a un an, enfin ou un an et demi, là on va être sur des fruits rouges. Hein. On va parler de framboises, on va parler de fraises, tout ce côté très primaire, très fruits rouges, très facile d'accès. Au fur et à mesure que le vin va prendre de l'âge, et tout dépend de son terroir aussi, mais on va aller tendre vers du cassis, du fruit, une maturité qui va faire, on va plus sur des notes de cassis. Et puis après, il y a des arômes qu'on appelle tertiaires, hein, d'évolution, et ça apporte des notes un petit peu de cuir. Alors, faut faire attention aussi parce que ça peut être ça peut être aussi des problèmes de vinification. Mais quand je parle de ça, là, on rentre déjà technique. Des notes de sous-bois, de cuir, enfin, c'est vraiment très intéressantes, persistantes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le côté des épices. C'est un Cabernet Franc, on va trouver des poivres, on va trouver des notes de poivre, on va trouver des notes de tabac, mais tabac plutôt anglais, les tabacs doux, des douceurs, enfin, vous voyez un petit peu ce genre d'ambiance de tabac à pipe, ça c'est vraiment unique. Et on va trouver aussi des notes mentholées. Alors parfois c'est vraiment de la menthe, des fois c'est plutôt eucalyptus.
Voilà, c'est magique. Donc en ouvrant une bouteille, à la première ouverture, vous allez avoir certains arômes, hein, et puis même si nos vins ont pas de sulfite, hein, on a des vins nature sans sulfite ou peu, hein, juste une touche à la mise, c'est quand même des vins qui tiennent le temps. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de tout boire le soir. Ouais. Le lendemain, c'est encore hyper intéressant. Le surlendemain, voire même la troisième journée, si on a précautionneusement bien refermé la bouteille. Et c'est là que tous les jours, eh bien, ou au moins toutes les demi-journées, on est capable de découvrir ce vin et d'avoir des nouveaux arômes. L'arôme d'hier a peut-être disparu, mais de nouveaux arômes sont apparus. D'ailleurs, les vrais dégustateurs professionnels euh, font pas de speed testing, hein, pour juger un vin, hein. Les vrais pros vont déguster un vin sur plusieurs jours pour voir jusqu'à quel moment il décroche et vraiment aller l'étudier, hein. C'est comme ça que ça doit être fait dans les règles de l'art. Ça, c'est tout à fait accessible à un amateur de vin qui veut se mettre là-dessus. Et c'est vrai que déguster le vin tous les 6 heures ou enfin sur 2, 3 jours, c'est pertinent. Euh, et le Cabernet Franc a vraiment beaucoup à dire si on veut bien le laisser s'exprimer, si on le comprend. Tout à fait, ouais. Et d'autant plus quand on est tout seul et qu'on veut se faire un petit peu plaisir, mais qu'on n'ose pas ouvrir une grande bouteille, on peut très bien Exactement. déguster, Mais découvrir le Cabernet Franc sur plusieurs jours. exactement. Et ceux qui me disent, ouais, mais quand on est 3, 4, la bouteille va pas finir la soirée, c'est un verre ou 2 verres chacun. Bah, je leur dis, ouvrez 3 ou 4 bouteilles le vendredi soir et finissez-les le dimanche. Comme ça, vous aurez plus de choix et Exactement. encore plus. C'est un beau projet. J'espère que les gens l'appliqueront pour leur prochain week-end. Euh, Justement, parlant de prochain projet, peut-être, tu m'as parlé d'une ferme. Quels sont les projets futurs à venir Ouais. pour les Carterons? Alors, dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, c'est patrimonial, c'est la famille, c'est une équipe, c'est un endroit, c'est des endroits, on est juste de passage, on transmet à la génération suivante. Et ça, c'est vraiment très ancré en nous, hein. On n'est pas dans les rentabilités, les rendements financiers et tout ça. On voit beaucoup plus loin. Et on a la chance d'avoir au cœur de notre domaine, à 3 kilomètres d'ici, juste à cheval entre l'Anjou, la Touraine, même les deux régions, la région centre et Pays de Loire, une petite ferme qu'on a héritée il y a c'était mon arrière-arrière-grand-mère Armentine, hein, ça remonte à 1850, et qui est arrivée dans la famille. C'est elle d'ailleurs qui a apporté la partie blanche de nos vins, parce qu'avant on n'était que rouge, Armentine Mabilo, et ce lieu est magique. Il est donc non seulement on fait des Saint-Nicolas de Bourgueil, des rouges, on fait des créments comme Armentine ou comme les pétillants naturels, mais on fait aussi de l'Anjou blanc comme le Carton blanc. Donc sur le haut de la ferme, sur la croupe, hein, sur les graviers, et en descendant à mi-hauteur, on a cette ferme qui est un petit peu cassée en ce moment, qui a besoin de jeunesse, mais on a le projet d'en faire un lieu de vie, un lieu où on veut accueillir nos visiteurs, pas seulement 2, 3 heures ou une demi-journée chez nous ou juste un pique-nique, mais leur faire passer une nuit, faire une immersion, peut-être travailler un petit peu avec nous, venir et puis c'est ce qu'on appelle aussi le slow tourisme. Oui. Ça devient la mode. On a des projets d'installer sur cette ferme des tiny house. Là, ça devrait bientôt arriver. Et vraiment pour accueillir les gens et encore plus démystifier le monde viticole, comprendre exactement comment on fait nos vins, un certificat, un logo bio ou même biodynamie, c'est pas suffisant. Les gens aujourd'hui sont curieux, ils veulent venir voir et vraiment, bah voilà. C'est ça la vocation. Donc il y a un maraîchage qui est en train de se mettre en place, un petit maraîchage sur sol vivant. Voilà. Je sais pas si pour ceux qui sont connus, c'est sur 1,5 hectare, c'est très productif. Enfin, c'est des techniques très respectueuses de l'environnement et on sort des très beaux légumes et des très beaux fruits. C'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. On a aussi de l'élevage, mais pas en batterie, hein. On a des oies, des poules, on a 2 ânes plutôt de compagnie, mais les oies sont des très bons vigneronnes, on va dire, viennent nous travailler, elles sont en pleine liberté et on a là en ce moment on a une 50aine d'oies, mais notre projet est de monter à 300 oies en totale liberté. En prenant pleine conscience qu'il y a le renard qui est là et qui nous a déjà posé ses limites. Voilà. Et
et en invitant les gens à venir passer du temps, à cuisiner, à jardiner, à, voilà. C'est un projet. Enfin, je veux dire, c'est un projet du moment. Hein. On a besoin, on en recherche de monde plus raisonnable. On voit bien tout ce qui se passe autour de nous. On veut démontrer que une micro-ferme peut être équilibrée, viable, nourrir des familles, la localité et voilà, avoir un endroit de discussion, de réflexion, être un petit peu aussi pour nos collègues viticulteurs, enfin vignerons ou agriculteurs autour de nous, donner l'idée de la nébuleuse et qui se disent mais pourquoi pas nous? Et recréer peut-être 10 kilomètres plus loin, 20 kilomètres plus loin, une ferme aussi qui rayonne autour dans sa localité, autour de l'alimentation, comment on peut être autonome, enfin tous les grands sujets dont on nous rabâche, tous les jours, on le voit d'une manière très positive. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, qui est en train de se mettre en place, qui va bientôt être ouvert au public. Et on invite nos visiteurs à venir nous visiter, à découvrir cette ferme, la ferme des Fontaines. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut aller les gens ont envie de se ressourcer, d'oublier tout ce contexte si compliqué. Si tu es en train de créer quelque chose d'autosuffisant, où on va pouvoir aller chercher ce qu'on va faire à manger, on va pouvoir aller récolter, on va pouvoir échanger, découvrir. Donc, il y a vraiment une démarche et c'est avec de vraies valeurs et c'est vraiment génial. Ouais, c'est exactement ça. Juste pour clore, si tu veux, sur ce point-là, si tu veux, il y a les diseurs et les faiseurs. Eh ben, écoute, nous, on fait partie des faiseurs. On pourrait en parler des heures et avoir des théories et faire des discours. On a pris le parti on a la chance d'avoir cette ferme, hein, encore une fois, on l'a, mais et de la transformer et de mettre en œuvre ça pour que les gens puissent voir et constater. Voilà, c'est vraiment la manière de dire arrêtons de parler, faisons. Faisons, découvrons ensemble et voyons les limites et qu'est-ce qui peut être fait. C'est vraiment, c'est militant. Hein. Ouais. Nous sommes des gentils militants, comme dirait Audrey chez nous. C'est ça. C'est beau. Et une petite dernière question pour toi, Xavier, en rapport au grappes. Pourquoi tu as fait le choix de nous rejoindre sur les grappes pourquoi ce choix de travailler avec nous, même si nous, on voulait travailler avec toi qu'est-ce qui t'a poussé Alors, déjà, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, on choisit nos partenaires avec qui on travaille, qui nous distribuent, qui nous représentent, qui sont nos ambassadeurs, avec grande précaution, que ce soit un importateur, un distributeur ou un site internet comme les grappes hein, qui rayonne, parce on fait pas des coups. On veut travailler dans la durée, dans la longueur, on veut retrouver les mêmes valeurs. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on travaille avec les grappes. On a commencé il y a je sais plus combien d'années, mais quasiment presque au début des grappes. Presque au début, ouais. Voilà. J'ai rencontré l'équipe, j'ai regardé un peu le site internet et vous avez une manière de parler des vignerons, de sélectionner vos vignerons d'une manière très qualitative. Et je veux dire, c'est pas marchand, on rentre pas dans un point pour faire voilà. Et moi qui étais assez frileux il y a quelques années, évidemment, pour vendre mes vins sur internet parce que j'avais peur que ça vienne gêner nos partenaires cavistes, restaurateurs, voilà. Voilà. Et là, je me suis dit, je veux bien y aller, mais je veux y aller avec une société comme les Grappes. Je pense qu'il n'y en a pas des masses. Hein, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de cet internet marchand de vin, mais il y en a peu qui mettent en avant les vraies valeurs. Voilà, des vignerons, l'âme des vignerons. La preuve, on est là ce soir. Et puis il y a vraiment, c'est documenté. Il y a des photos, il y a des textes, il y a des engagements. Et je crois que c'est là que je pense qu'avec les Grappes, on se retrouve vraiment. Et on est très, très heureux de travailler avec vous. Voilà. Ben, merci pour toutes ces belles paroles. Et c'est aussi un peu le but, comme tu dis, de notre société, c'est qu'on puisse rapprocher le consommateur du vigneron. Et comme tu dis, la preuve en est là, c'est qu'on peut échanger avec toi directement. On connaît nos vignerons et c'est un beau projet. Merci de nous suivre depuis le début quasiment de la création des grappes. Voilà. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On arrive à la fin de ce live. Si tu as des petites anecdotes à nous partager avant de clôturer cet échange. Écoute, non, pas comme ça. Écoute, je pense que j'espère avoir bien planté le décor et de ce qui nous motive tous les jours. J'espère avoir motivé les gens qui nous regardent à essayer nos vins et essayer de retrouver
cette sensation, ce sentiment. Ça sera avec grand plaisir qu'on les attend dans le Val-de-Loire. On est sur on est au cœur du entre Tours. Donc voilà, je pense pour venir un peu expérimenter. On adore les gens et voilà. Maintenant des anecdotes, j'en ai plein, mais bah, Oui, venez me voir et mais faut vous inviter les serez gens. dans l'oreille à ce moment-là. Faut pas trop leur dire, il faut plutôt les inviter. Si vous voulez écouter les anecdotes de Xavier, allez le voir au Clos des Carterons à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Il se fera un plaisir de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange, Xavier. C'était très intéressant et enrichissant. On pourra retrouver tes vins donc, sur le site actuellement et au moment de la foire au vin du 15 septembre au 17 octobre. N'hésitez pas également à aller découvrir le site du Clos des Carterons où vous retrouvez donc toutes les informations, vous pourrez découvrir l'équipe et tout donc le jardin des arômes et les graffitis sur le graphe pardon sur le chai qui retrace l'année de vin de la bouteille, enfin des vignes jusqu'à la bouteille donc voilà. Merci beaucoup. On va se quitter. Je te dis à bientôt, Xavier. Merci, Et merci beaucoup. merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Bye.